On est où là? C'est magnifique tous ces livres. C'est dans mon bureau. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes philosophe, philologue, académicienne aussi, helléniste. Et ça tombe bien parce qu'on avait envie de revenir avec vous sur les mots de la crise sanitaire, ces mots qui se sont imposés. On va partir tout simplement de ce mot de crise. Qu'est-ce qu'il signifie, ce mot de crise, et quelles sont les racines de ce mot? Crise, ça vient du grec krinein, qui veut dire juger. Et donc, ça a donné beaucoup de mots en français, comme critique, par exemple, ou critère. Et en fait, c'est le moment où ça bascule. C'est-à-dire que quand on juge, ça peut passer du blanc au noir. On peut être coupable, innocent. On peut être guéri ou mort. Et on ne sait pas encore de quel côté on va basculer. Non, mais parler de crise, c'est ça. C'est dire, attention, on est sur une ligne de crête et sachons de quel côté on va tenter d'infléchir la chose. Alors ce mot aurait pu être le mot du Covid-19, le mot de crise, et pourtant c'est un autre mot qui s'est imposé depuis des semaines. On va l'écouter, c'est Emmanuel Macron le 16 mars dernier qui l'a prononcé et qui l'a même martelé. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre, voilà. Il l'a Emmanuel Macron, la guerre. Il déclare la guerre, vous dites, le président oui. de la République, lorsqu'il dit ça? Oui, c'est sa fonction d'ailleurs. Hein, c'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif qui déclare la guerre. Et là, c'est bien ça. Nous sommes en guerre, c'est une déclaration, au sens strict, de guerre. Alors, il la déclare à personne, il la déclare au virus, mais c'est-à-dire à un ennemi masqué, invisible, etc. Pas à un homme, pas à des hommes, pas à un autre pays. Mais il fait sa fonction de chef de l'exécutif, c'est-à-dire qu'il déclare la guerre. Est-ce qu'il est approprié à la situation, ce mot, selon vous? Il a sans doute une fonction au moment où il l'a prononcé. C'est-à-dire quand il a fait cette déclaration de guerre, il a voulu faire un choc et faire en sorte que, disons, les Français se saisissent du drame sanitaire qui était en train de se jouer. On nous a dit qu'on était en guerre avec les attentats de 2015, à nouveau en guerre avec le virus. Est-ce que les mots gardent leur sens? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce mot-là, si particulier, perde totalement de son sens? Il faut voir pourquoi il est utilisé. Hein. De quoi guerre est-il le nom? Voilà. Il est le nom de la permission de se rassembler derrière un chef et d'utiliser des moyens qui ne sont pas, disons, des moyens de paix, de légalité, de démocratie, la licence d'aller un tout petit peu au-delà de ce qu'on devrait faire si on était en paix. À ce mot de guerre, Barbara Cassin, s'est ajouté toute une série de mots, un champ lexical qui nous renvoie aussi à la guerre. Hein. Je pense à ces zones vertes, ces zones rouges, le mot de rationnement, le mot d'attestation, le mot de pénurie, première ligne, être au front, les deuxièmes lignes. Dans quelle ambiance ça nous met, ça? À quoi ça nous renvoie surtout? Dans quel rapport au monde ça finit par nous influencer, nous structurer? Ben oui, bien sûr, c'est fait pour qu'on ait peur et que cette peur nous permette de nous comporter correctement, c'est-à-dire de garder la distanciation sociale, comme on dit, et d'effectuer les gestes barrières et de ne pas aller voir ceux qui sont malades et de ne pas embrasser ceux qu'on a envie d'embrasser. La peur nous rend dociles, obéissants, disciplinés. Ben oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à part l'intelligence. C'est ou la peur ou l'intelligence. Et le président de la République a choisi la première option, selon vous?
Non, il est trop intelligent pour n'avoir choisi que la première option. Mais il a misé sur la première option pour nous rendre intelligents. Il y a une expression aussi qui a pu surprendre, brigade d'anges gardiens. Celle-là, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a utilisée lors d'une de ses conférences de presse. Ça vous surprend, cette expression-là? Ça vous choque? C'est une absurdité grave. Bon, brigade, ça va quand même, ça rappelle des souvenirs pas très agréables. Et quand on avait vécu la dernière guerre, moi j'ai des amis de l'âge de mes parents qui sont devenus horrifiés à cette mention. C'est des souvenirs impossibles. Donc on ne peut pas parler de brigade. Alors, brigade d'anges gardiens, est-ce que ça change beaucoup de choses de mettre la Bible et le catéchisme avec brigade? Je ne suis pas sûre. Hein. On va jeter un voile pudique sur ce terme. C'est de la maladresse. Comment expliquer ça? Ou c'est de l'amnésie? C'est quoi? Oh, il n'a pas l'âge d'être vraiment, de se souvenir vraiment des choses. Oui, il est probablement maladroit, mais bon, disons qu'on peut oublier. Hein. Simplement, alors, ça serait bien que les anges gardiens en soient. C'est-à-dire que, par exemple, ils puissent faire en sorte que, eh bien, dans les foyers qu'ils vont visiter, où il n'y a peut-être pas de quoi bouffer, ils apportent. Ils pourraient protéger. Pas seulement protéger de la maladie, mais protéger de tout ce qui tue à côté de la maladie, et en même temps que la maladie. Les brigades, il faut le rappeler, hein, il s'agit, dans la bouche du ministre, des personnes, des équipes chargées de remonter au fond les différents cas contacts des personnes contaminées. Il y a une forme d'inversion des choses, selon vous? Non, c'est malheureusement pas vraiment inversé. Oui. Le mot de brigade contient ça. Moi, je vois dans mon quartier partir des brigades de motards. Et là, j'ai bien envie de parler de brigade. Alors, je veux bien qu'il y ait des brigades d'anges gardiens, mais alors qu'ils fassent un travail d'anges gardiens. Je comprends. Je vous soumets un nouveau mot, distanciation sociale. Alors celui-là, tout le monde l'emploie. Il vient également de nos élus, hein, de nos représentants au départ. Comment on peut comprendre ce mot-là? Pourquoi n'a-t-il pas été utilisé l'expression de distanciation physique? Qu'est-ce que c'est la distanciation sociale? C'est une erreur. C'est une erreur de casting, une erreur de vocabulaire. Évidemment que c'est une distanciation physique. Je peux comprendre distanciation, qui veut dire que nous avons à être actifs pour tenir nos distances. Donc, éloignement est un peu plus, comment dire, passif ou exige moins d'action. Alors donc, mettons distanciation. Mais sociale, c'est absurde. Social, ça a l'air de vouloir dire, et malheureusement, ça risque d'avoir été aussi le cas, que ça creuse les inégalités sociales. Social est quand même le mot qui est apparié à inégalité. Donc, la distanciation physique, locale, celle qui détermine la distance de non-contagion, de moindre contagion entre deux personnes, parfait. Social, pour moi, c'est vraiment une erreur de vocabulaire, encore une. Le mot de déconfinement, alors le mot de confinement, il est plutôt réservé au milieu carcéral, il s'est imposé dans notre quotidien, c'est peut-être celui qu'on a le plus utilisé. Et celui de déconfinement, alors, c'est nouveau ou pas? Oui, peut-être que c'est un néologisme ou à peu près, mais enfin, on a bien le droit de les former. On va pouvoir former reconfinement et puis redéconfinement. Hein. Ça, c'est les trésors de la langue française. C'est le Lego de la langue française. Le confinement dit assez ce que ça dit. La seule chose, c'est qu'au point de vue du signifiant, c'est un peu... Moi, je ne peux pas m'empêcher d'entendre des confinis. Qu'est-ce que vous voulez quand on parle de confinement? Bon, donc le signifiant me gêne. Mais très bien, mettons déconfinement et reconfinement, ça va arriver. Mais au lieu de déconfinement, là, je proposerais ouverture. C'est-à-dire que ce que je vois se profiler dans les lycées, dans les collèges, dans l'instruction, dans la pédagogie, dans l'instruction publique,
C'est des 45 pages de préconisations qu'on envoie au directeur d'école et aux professeurs. Et c'est très bien qu'il y ait des préconisations et qu'elles soient énoncées exactement comme si on était un pilote d'avion et qu'il faille bien vérifier que schlac, oui, tac, 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 il y a 45 pages. Bon. Revenons peut-être au mot. Déconfiné ? Oui, alors ça vient d'où? Déjà confinement, ça vient d'où? Enfin, finisse ce qui a donné la fin d'ailleurs, c'est la limite, la frontière. Et on est confiné, c'est-à-dire qu'on est entouré de frontières. On est pris dans les frontières. On est déconfiné, on pousse les frontières et on les enlève. Et on va reconfiner en les remettant. Mais justement, un déconfinement... Moi, j'avais un professeur de philosophie qui m'avait dit « Un contre-torpilleur, c'est d'abord et avant tout un torpilleur. » Ben, un déconfinement, c'est d'abord et avant tout, là, quand je regarde les instructions de déconfinement, un confinement. Et je me disais qu'au lieu de déconfiner, on pouvait ouvrir. Alors, ouvrir tous les lieux fermés, c'est-à-dire les bibliothèques, les musées, les théâtres, les salles de sport, les plages, les musées, surtout, tout. Bon, ouvrir ça aux enfants, c'est-à-dire ouvrir la société, ouvrir tous les possibles, disons, de dehors de la société et les ouvrir à tous, à l'aide de ceux qui aujourd'hui sont au chômage partiel, hein, et qui ne demandent qu'à travailler intelligemment, à savoir justement, outre les enseignants aussi, les gardiens de square, les gardiens de musée, les bibliothécaires, les conservateurs, bon, etc., etc. Les sportifs. Je propose la grande ouverture de la société dans un temps qui est ni vraiment scolaire, ni vraiment vacances, et qui rassemble et qui permettent à ceux qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'aller dans un musée, ni l'envie, eh bien de leur donner cette occasion et cette envie. Merci Barbara Cassin. Je voudrais, pour terminer, vous poser la question du pouvoir des mots, que vous connaissez bien. Ces mots-là, ces mots de la guerre, ces mots qui vivent avec nous, ils vont nous suivre longtemps. Ça va laisser des traces. Ils vont co-vivre. Ils vont co-vivre avec nous. Non, je sais pas. Ça sera. On est quand même très libre, hein, très libre d'utiliser les mots qu'on veut, très libre de vivre en ouvrant ou en fermant. Donc voilà, ouvrons les mots aussi. Mais la philologue que vous êtes considère qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises dans l'emploi, ou le choix même de certains mots. Bah oui, mais c'est toujours le cas. Vous savez, les philologues sont toujours grincheux. Voilà. Merci pour cette analyse des mots de la crise. Merci beaucoup Barbara Cassin. Merci à vous.